Les gens que j'aimais ne m'aimaient pas en retour par rapport à mon poids. J'ai vécu de l'harcèlement, on m'a insulté devant tout le lycée. Donc, des fois, tu sors dans la rue, tu marches, tu te reçois des remarques tout le temps. Quelqu'un peut passer en voiture, il t'insulte. On m'a diagnostiqué à l'âge de 5 ans. Je mangeais un repas par jour. Et je montais sur la balance, je me trouvais avec 5 kilos en plus. C'est un combat contre soi-même en fait, avec cette maladie. C'est vraiment une bataille, un combat tout le temps avec son corps, tout le temps avec ses hormones. Bonjour à tous, je m'appelle Doria, j'ai 24 ans. J'ai écrit mon premier livre qui s'appelle À travers les kilos, qui retrace un peu mon parcours et celui aussi d'autres personnes, de tout ce qui touche à l'hypothyroïdie, qui est une maladie chronique, aux troubles hormonaux, à la grossophobie, et même mon parcours avec tout ce qui est alimentation. Il faut savoir que je suis née avec une hypothyroïdie. C'est un dérèglement hormonal qui touche la glande thyroïdienne qui est juste ici, qui contrôle pas mal d'hormones. Et c'est un peu le centre mère du métabolisme. C'est-à-dire que ça va contrôler la température du corps, la prise de poids, la perte de poids, les cheveux, d'autres hormones, etc. On m'a diagnostiqué, en fait, on a vu que j'étais née avec à l'âge de 5 ans. Donc c'est vraiment à cet âge-là où j'ai commencé les traitements. De 5 ans jusqu'à environ 8 ans, 9 ans, j'ai atteint un poids énorme avec le traitement, etc. Donc je dirais à cet âge-là que c'était compliqué. J'ai vécu de l'harcèlement, mais ça a diminué parce que du coup, je faisais des régimes, je perdais du poids. Donc quand je perdais du poids, on voyait très bien qu'il y avait une différence de traitement. Les gens, quand je leur dis il y a une différence de traitement, ils sont là et non, on le voit pas et tout, alors que si. Les gens te traitent différemment quand tu as un poids et un autre. Et l'harcèlement, il a débuté à cet âge-là. C'était très banalisé parce que déjà, même au niveau de ma famille ou à l'environnement, on va dire, dans les pays comme l'Afrique du Nord ou autres, au niveau de la famille, on va te donner un surnom qui va être justement en référence à ton plus gros complexe. Donc c'était compliqué par rapport à ça, on va te faire des remarques tout le temps. Des fois tu sors dans la rue, tu marches, tu te reçois des remarques tout le temps. Quelqu'un peut passer en voiture, il t'insulte. Même au niveau de maintenant, j'étais juste la dernière fois dans les transports, il y a quelqu'un qui m'a insulté gratuitement. Et même au niveau des regards, du traitement, c'est totalement différent. Les gens que j'aimais ne m'aimaient pas en retour par rapport à mon poids. Côté aussi personnel, vie scolaire, etc. On n'est pas choisi parmi les premiers pour une activité. On est des fois mis à l'écart par rapport à ça. Heureusement, j'avais la chance d'avoir quand même des personnes sur qui compter, des personnes formidables et tout. Au niveau d'une scène, je dirais que c'était au lycée. Je sortais du lycée, on avait fini les cours, je sortais et juste, on était vraiment, tout le lycée était dehors et il y a quelqu'un qui passe avec son scooter. C'était une ruelle où il y avait le lycée et je m'étais mise de côté justement pour le laisser passer. Et même comme ça, gratuitement, il m'a insulté devant tout le lycée. Il m'a tellement insulté fort que, vous voyez dans les films, quand il y a un blond, c'est exactement ça. J'ai vécu, tout le monde s'est retourné vers moi et c'était horrible. Pendant très longtemps, je l'ai caché avec de l'humour. Je souriais, je faisais des blagues et tout pour pas montrer que ça m'impactait. Je dirais que les gens doivent réagir, oui. Même si quelqu'un sourit ou autre, c'est pas réel, quoi. C'est pas quelque chose qu'il faut banaliser. Et même, des fois, je dis que j'ai vécu de l'harcèlement scolaire à l'université. Même ça les choque. On me dit, il y a de l'harcèlement scolaire même à l'université. Oui, même dans le monde du travail, il y a de l'harcèlement partout. Donc il faut vraiment en parler et sensibiliser ce sujet-là. Il faut savoir que du coup avec ma maladie, c'est très compliqué de perdre du poids. J'ai fait des régimes où je mangeais vraiment... Il y avait un régime qui m'a traumatisée, c'était je mangeais que des légumes verts pendant 10 jours et que de la viande pendant 10 jours. Et c'était très traumatisant parce que je mangeais que... J'étais arrivée à un point où quand je mangeais ma laitue ou autre, je tremblais tellement j'en pouvais plus. Je dirais que c'est un combat contre soi-même en fait avec cette maladie. C'est que les gens ne se rendent pas compte que c'est fatigant de se battre contre son propre corps, contre ses propres hormones, en fait on n'a pas la main dessus. C'est pas comme quelqu'un, on va dire, je minimise pas, mais quelqu'un qui a un corps et hormonalement ça va, il peut faire du sport, alimenter et tout, et encore ça touche vraiment la santé mentale. Ce que j'ai dit dans mon livre, c'est il faut avoir ce côté santé mentale qui est très important, mais c'est plus compliqué. C'est vraiment une bataille, un combat tout le temps avec son corps, tout le temps avec ses hormones. Vers l'âge de 9 ans, je m'imposais rien du tout. Je m'imposais à moi-même rien du tout. C'était vraiment ma mère qui m'a emmenée voir tous les nutritionnistes d'Algérie. Vraiment, j'ai tout fait.
J'ai fait tout Alger avec les nutritionnistes. J'ai commencé à l'âge de 9 ans en premier régime. Ça a marché. Après, j'ai repris du poids. Encore un autre. En fait, je voyais pas la fin. Je voyais que des feuilles sur le frigo, encore et encore. Mais jamais de solution concrète qui dit stop à ce combat-là, quoi. Je dirais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport. J'ai fait, je crois, 11 sports dans ma vie ou plus. Quand j'étais petite, j'étais vraiment hyperactive, donc je pouvais pas rester sur place. En plus, avec l'harcèlement, etc., c'est que ça restait dans la tête, donc fallait qu'on bouge, fallait que ça sorte quelque part. Donc le sport, c'était un peu un moyen de me vider. Même l'écriture surtout, j'écris depuis l'âge de 7 ans. J'écris des poèmes, des nouvelles d'autres. Je dirais que se restreindre toute sa vie, c'est horrible. J'ai pas le droit à être, on va dire, faible à un moment parce que je me dis je vais perdre le contrôle. Et si je perds le contrôle, je me dis que je vais manger beaucoup, je vais grossir. Donc en fait, je fais de l'anorexie mentale. Et j'ai même été diagnostiquée par rapport à ça dans un hôpital où j'ai été hospitalisée. Je vais me restreindre, je vais faire beaucoup de restrictions alimentaires. C'est-à-dire même si ça se voit pas, on peut manger 700 calories, 800 calories par jour. Et ça va dépendre des moments. Soit on va faire, quand on est dans un mood mauvais, on va faire de l'anorexie mentale sévère. Quand on est dans un autre mood, on va faire des crises de boulimie en fait. Et c'est un cercle encore et encore. En fait, je pourrais jamais blâmer ma mère ou autre parce que du coup, c'est une mère et je comprends parfaitement. T'as pas envie de voir ta fille en obésité, malade, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée au final parce que j'ai fait des régimes et j'arrivais à perdre du poids un peu à des moments avant que ça reprenne. J'ai eu la chance d'avoir du soutien par rapport à tout ce qui est famille, amitié et tout. Il n'y a pas un jour où quand je rentre pas dans le métro, je vois comment les gens ils se comportent, comment les personnes se comportent par rapport à ça. Ça me procurait un peu un handicap dans certaines choses ou activités qui me plaisaient. Comme par exemple faire une carrière dans l'acting ou autre, c'était impossible pour moi parce que du coup je voulais pas que les gens me voient grosse. J'ai dû arrêter la natation quand j'étais petite parce que j'avais vécu une scène horrible quand j'étais petite. On devait faire un exercice pendant le cours de natation. Je dirais que la personne à côté de moi a commencé à se moquer. C'était un exercice où il fallait retenir son souffle le plus longtemps possible. Je faisais même pas attention en fait à mon mal-être à moi-même à ce moment-là. J'étais juste dans la compétition de montrer aux gens que je pouvais le faire, qu'en tant que grosse, on avait la validité en fait du peuple, on va dire. Et c'était tout le temps ça avec les gens, c'était qu'il fallait montrer que ces stéréotypes, non, on peut le faire. S'il fallait faire 2 heures de sport, on le faisait. S'il fallait faire autre, juste pour montrer que je pouvais, que j'avais ma place aussi. Dans l'ancienne interview que j'avais fait, j'avais vu des commentaires où ils me disaient prends de l'Ozempic, du Wegovy ou autre. En fait, ils comprennent pas que ça marche pas. Que j'ai regardé mon médecin dans les yeux, je lui ai dit prescrivez-moi n'importe quoi qui puisse marcher en fait. Et que ça pouvait pas parce que ma thyroïde elle est pas stabilisée. Et il me l'a dit directement, il m'a dit on parle pas de poids pour l'instant, c'est que jusqu'à stabiliser ta thyroïde. Et c'est très compliqué parce que c'est des trucs hormonaux et on ne contrôle pas. Tout peut avoir un effet extérieur dessus, donc c'est juste un combat, on continue jusqu'à trouver, on va dire, la pièce pour sortir, quoi. Les gens, ils détestent le Covid, mais moi, j'ai passé vraiment ma meilleure année confinée. C'était incroyable. Je faisais mes cours le matin et après le soir, je sortais, je faisais ma petite marche, je faisais du sport, je mangeais équilibré aussi, comme maintenant en fait. Mais j'avais plus ce côté en fait. Quand j'étais enfermée, j'avais pas de stress dans ma vie énormément. Et j'avais pas ce regard des gens, j'avais pas cette pression sociale tout le temps. Et grâce à ça, ça m'avait fait du bien. J'ai pu justement me retrouver avec moi-même. Et c'était incroyable. Ah oui, totalement. Par exemple, quand on va partir au resto, je vais me dire, si je prends un plat, je vais être là en mode, les gens ils sont en train de me regarder, ils vont se dire, elle a pas fini son assiette donc elle fait genre, ou elle a fini son assiette, c'est pour ça elle est grosse, elle mange une salade, c'est pour ça, nanana. C'est tout le temps ça, quoi.
J'ai eu des périodes où je me disais, j'abandonne tout en fait, c'est bon, j'en ai marre de me combattre encore. Mais à chaque fois que je montais sur la balance et que je voyais que je prenais, on va dire, 2 kilos de plus, l'effet dans ma tête qui était l'anorexie mentale revenait et je repartais dans la restriction alimentaire. En fait, les gens ne se rendent pas compte que pour quelqu'un de obèse, on va dire, faut pas juste voir ce côté alimentaire, comme les nutritionnistes, ils vont voir juste ce côté alimentaire, fais du sport, tu vas maigrir, alors que pas du tout. Faut vraiment que ça touche la santé mentale, que le bien-être mental. Et c'est le point clé, je dirais, pour aider en fait. Alors je suis étudiante, donc ma santé mentale, elle varie un peu, mais je dirais que y a des jours ça va, où j'arrive à gérer ma santé mentale. Mais en fait, ma santé mentale, elle dépend de mon poids. C'est aussi simple que ça. Dès que je me lève le matin, et encore j'ai arrêté de me peser tous les jours, mais dès que je me levais et je me pesais, si j'avais limite des petits grammes ou 1 kilo en moins, je pouvais passer la plus belle journée de ma vie. J'étais contente, j'avais pas ce petit démon dans ma tête, on va dire, et tout. Alors que si je voyais que c'était 1 kilo ou des grammes en plus, c'était la fin de ma vie en fait. Je repartais dans la restriction, je repartais dans la dépression. C'était en fait une boucle à l'infini quoi. En fait, le fait de se peser tous les jours, ça me permettait d'avoir, on va dire, un contrôle. Donc quand je me pesais tous les jours, je voyais que si je prenais 1 kilo, je repartais dans la restriction. Si je prenais pas 1 kilo, j'étais contente, donc j'allais manger comme une personne normale, on va dire, 3 repas par jour, mais le lendemain, je voyais que je reprenais, donc c'était encore de la restriction. En fait, ça faisait des phases comme ça tout le temps. Et c'est très horrible à vivre, quoi, parce que du coup, on dépend de ça en continu, quoi. Il faut savoir que justement, c'est très difficile parce que quand il y a un dérèglement hormonal à la glande thyroïdienne, tu peux avoir soit de l'hypothyroïdie, soit de l'hyperthyroïdie. L'hypo, c'est quand ton métabolisme qui est en mode survie, qui stocke, et toi tu veux pas stocker, tu veux perdre. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que lui, il te dit tu vas me faire de la restriction, du coup, je vais me mettre encore plus en mode survie. Il faut savoir que quelqu'un d'obèse qui a fait beaucoup de régimes dans sa vie, même son trouble alimentaire, il aura des problèmes après. Parce que du coup, son corps, il s'est habitué à avoir de la restriction. Il va se dire, mais quand il va juste voir une personne manger moins, il va se dire, elle fait de la restriction, donc je vais stocker, en cas où. Alors là, mon corps, c'est encore pire parce que c'est en mode survie déjà. Donc quand je lui fais de la restriction, il se met encore plus en mode survie. En fait, c'est un métabolisme ralenti, mais fois 10 qu'une personne normale. C'est-à-dire on va avoir de la fatigue chronique, on va avoir de la dépression, on va avoir un métabolisme, de la chute de cheveux, même au niveau des hormones, on va dire féminin, dérèglement des règles. Ça touche énormément à beaucoup de choses. Et il y a d'autres facteurs, en fait, ça peut ramener le diabète, d'autres maladies. Et comme pour moi, parce que du coup j'ai vécu un burn-out il y a cette année, environ une année. J'ai vécu un burn-out, donc ça m'a un peu chamboulé totalement mes hormones. Donc ce niveau déjà hypothyroïdie, plus maintenant j'ai des problèmes avec de la prolactine. Je ne savais même pas c'était quoi, c'est une hormone au niveau du cerveau qui justement contrôle aussi d'autres hormones. Donc c'est vraiment un chamboulement hormonal au complet, quoi. C'est pas comme quelqu'un, on va dire, qui a le SOPK. C'est, on va dire, dans une voiture, le SOPK, c'est juste une pièce, alors que l'hypothyroïdie, c'est le moteur, quoi. Quand on a de l'hypothyroïdie avec un dérèglement hormonal, ça ouvre la porte à plein d'autres maladies, parce que ton corps est tellement déréglé qu'il n'y a plus cette balance au niveau du corps, que ça peut provoquer tout, en fait. Je dirais qu'il y a plus les femmes qui sont sujettes à ça, mais ça peut toucher beaucoup de personnes, on va dire une personne sur 3. Et avec le Covid, ça a augmenté. Avec le Covid, il y a eu aussi beaucoup d'effets secondaires, notamment par rapport au traitement qu'on a reçu.
Et même maintenant, quand tu vas chez le médecin, tu lui dis ça, il est un peu réticent, il te dit ah mais non, c'est pas vrai, alors que ça se voit, on le voit dans notre corps. Et je dirais que les femmes n'ont pas beaucoup de médicaments ou d'autres à disposition, quoi, quand on a des problèmes hormonaux. Je suis née avec. Il faut savoir que ça peut venir héréditaire, ça peut être héréditaire, ou ça peut se déclencher. C'est-à-dire que pour ma part, c'était héréditaire. La famille de mon père l'a, la famille de ma mère l'a. Mes parents ne l'ont pas, ma sœur ne l'a pas, et moi je l'ai. Je dirais que j'admire les personnes qui arrivent à s'accepter vraiment soi-même avec, on va dire, de l'obésité. Parce que pour moi, c'est un combat que, en fait, psychologiquement, j'arriverai pas à m'accepter jusqu'à perdre du poids. C'est quitte ou double. C'est que pour moi, je pourrais jamais me voir belle, je pourrais jamais, à part si je monte sur la balance et je vois qu'il y a 2 kilos, je vais me dire ah aujourd'hui je suis belle. Mais sinon, j'arriverai jamais à me voir belle maintenant jusqu'à ma perte de poids. Et je dirais que même j'ai ce côté-là de me dire si j'accepte ce que je suis actuellement en obésité, c'est comme renoncer à mon combat. C'est comme, en fait, c'est psychologique. Je me dis, si je l'accepte, ben, je lâche les armes, alors que pas du tout, j'ai pas envie de ça concrètement. C'est pour ça, au cours d'une table ronde à l'hôpital, le médecin disait, faut s'accepter, etc. Alors que, pour moi, je lui dis, je peux tolérer, je le tolère pour l'instant, mais je ne l'accepte pas. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de compliments dans ma vie, suivis de mais. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'avais des compliments en mode « Ah, t'as un très beau visage, mais ça serait bien si tu maigris. Ah, t'as ça, mais… » Donc j'ai des difficultés avec les compliments, je ne supporte pas. Parce que je sais que depuis que je suis petite, on m'a conditionnée à « Tu seras belle si tu maigris ». Ça venait même de ma mère, quoi. Quand elle me regardait, c'était un peu des yeux de, on va dire, tristes. Et elle me regardait, elle me disait « Ah, t'es belle, mais ça serait bien que tu maigris, tu perds du poids, etc. » Donc c'était, voilà. Elle essayait parce que c'est son enfant, et je comprenais totalement. Même moi, j'ai pas envie d'avoir un enfant qui est obèse, c'est horrible. Parce que ma mère, elle était obèse à un moment. Et elle sait très bien, elle a vécu l'harcèlement. Donc elle sait très bien que quand on est gros, on est sujet à de l'harcèlement, quoi qu'il arrive. À juste mon chat, on me dit qu'il est obèse, limite, psychologiquement, je vais mal. Je veux pas. Je détesterais avoir des enfants, ouais, non. Il y a des influenceurs que j'aime énormément, que je vois qui sont beaux, mais pour moi, psychologiquement, je pourrais pas. Non. En fait, accepter ça, c'est vraiment revenir à me dire j'accepte ce poids-là et j'abandonne alors que j'ai pas envie. C'est pour ça que je dis je tolère, mais j'accepte pas. Parce que j'y peux rien. C'est comme ma psychologue elle me l'a dit une fois, elle m'a demandé combien de temps je pensais à mon poids dans une journée, on va dire. Je lui ai dit 80-90% du temps, je pense qu'à mon poids. Et même si je vais partir, par exemple, le matin, si je déjeune avec des amis, je vais commencer à me dire qu'est-ce que je vais déjeuner? Je dois faire protéines, légumes, nanana. Et quand je vais manger, je vais commencer à calculer ce que j'ai mangé. Et après, quand je vais finir, je vais me culpabiliser parce que du coup, j'ai mangé beaucoup. Donc le soir, je vais me dire je vais manger léger. Donc c'est un cycle en fait, c'est tout le temps, quoi. Et même il y avait une fois une infirmière justement qui m'a regardé droit dans les yeux, m'a dit accepte-le. Parce que justement avec l'hypothyroïdie, c'est des hormones, on ne peut pas contrôler ça. Et même ça m'avait fait énormément de mal parce que j'arrivais pas à me dire de l'accepter en fait. C'est juste un combat, même si c'est fatigant, je refuse, quoi. Justement par rapport à l'écriture de mon livre, il faut savoir qu'avant l'écriture de mon livre, j'avais vécu un petit séjour à l'hôpital. Parce qu'avant, c'était vraiment de la perte de contrôle. Je mangeais un repas par jour et des repas très drastiques. Je faisais du sport tout le temps et je montais sur la balance, je me trouvais avec 5 kilos en plus. Alors que je mangeais rien, je faisais du sport. Et c'était horrible. Et à chaque fois, je pleurais, j'appelais mes parents en pleurant. Et j'étais en dépression à ce moment-là. J'ai
J'ai accepté de me faire hospitaliser par rapport à ça, justement. Et après, quand je me suis faite hospitaliser, j'ai rencontré d'autres personnes. Et c'est là où je me suis rendu compte que en fait, l'obésité, ça touchait vraiment à la santé mentale. Parce que même pour moi, qui ai un problème hormonal, on va dire, qui ne touche pas que à l'alimentation, au sport, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de problèmes hormonaux, mais qui ont vécu des traumatismes dans leur vie, qui provoquent justement la boulimie ou autre, qui fait qu'ils vont être en obésité, comme par exemple des viols. On ne parle pas assez, mais il y a des personnes qui vont ne plus manger après un viol. Il y a d'autres personnes qui vont justement manger beaucoup après un viol et un traumatisme pour essayer d'oublier ça, on va dire. Parce qu'ils ne peuvent pas le dire, parce que ça leur fait mal. Donc en fait, c'est comme quelqu'un qui va prendre des substances illicites pour oublier quelque chose. La personne va manger pour oublier. Que les gens ne se rendent pas compte, en fait, ils voient un gros, ils l'insultent, va faire du sport, mensuellement, alors que c'est pas l'idéal. Enfin, c'est pas la solution miracle. Si c'était ça, ça saurait, enfin, ça marcherait rapidement pour tout le monde, etc. Alors que pas du tout. Il y a des personnes qui ont besoin de suivi mental, de psychologues, de psychiatres. Il y a d'autres personnes, c'est pour ça qu'on dit, ah, elle a eu le déclic. On ne dit pas par rapport à ce déclic-là, justement. Ils ne définissent pas ce déclic, c'est lui la source véritable. C'est pas juste l'alimentation et le sport, c'est vraiment ce côté mental et on ne le dit pas assez. Je déteste le shopping déjà, parce que quand j'étais petite, c'était un peu la mode de Jennifer, Bershka, etc. Et c'est des marques qui proposaient pas des grandes tailles à l'époque déjà. Donc c'était très compliqué de ne pas pouvoir s'habiller comme les autres filles. Je choisissais jamais mes vêtements, c'était des vêtements que ma mère m'achetait parce que j'avais pas le choix. C'était par rapport aussi à d'autres sports que je pouvais plus faire comme la natation. Alors que j'adore la natation, mais à cause de remarques etc. J'arrive plus à partir à la natation. Ou même je faisais de la gymnastique à un moment donné, là ça ne m'intéresse plus. Ouais, il y a des choses que je vais dire abandonnées ou mis de côté par rapport à ça. Quand on est quelqu'un d'obèse, en général, on essaie pas de se valoriser, mais de montrer qu'on est là, qu'on existe. C'est pour ça que même dans mon livre, j'ai dit que quand on est petit, on essaie de pas dire non tout le temps, de pas... Parce que, en fait, il y a des fois où tu dois endosser un peu ce rôle à la grosse joyeuse, etc. Parce que les gens vont te mettre de côté. Et tu peux pas, on va dire, quand quelqu'un va péter un câble ou va dire ah je veux pas ça, ils vont pas le critiquer comme quelqu'un de gros, ils vont pas le mettre de côté comme quelqu'un voilà, de différent, même que ça soit juste pas gros mais quelqu'un de différent, ils vont pas le mettre de côté. Donc c'était un peu compliqué par rapport à ça. Déjà quand on est petit, les gosses sont horribles avec les personnes différentes parce que c'est quelque chose qu'ils acceptent pas, qu'ils trouvent ça bizarre. Donc c'est plus sujet à des moqueries, de l'harcèlement. Et pour moi, je dirais qu'être différent, c'est vraiment une force. Parce que un peu d'originalité dans la vie, ça fait pas de mal, quoi. C'est incroyable. Et en fait, faut que les gens comprennent qu'il faut pas se mêler de la vie d'autres personnes. Enfin, si cette personne veut faire ça, qu'on la laisse faire. De toute façon, on va tous mourir un jour. On aura tous sa propre tombe. Personne va venir dans sa tombe. Donc, de dire aux gens de laisser les autres vivre et vraiment accepter l'originalité, la différence, parce qu'on est quand même en 2025, il y a quand même de la grossophobie, il y a de l'harcèlement partout. Enfin, quelqu'un de différent est incroyable pour moi. J'aimerais beaucoup leur dire de faire de votre différence une force. Parce que quand même, on a la chance aussi d'avoir en 2025 des réseaux sociaux qui impactent énormément notre vie. Donc d'en faire une force, de ne pas se laisser faire. Parce qu'en fait, j'ai connu beaucoup de personnes justement qui ont vécu de l'harcèlement aussi, qui se sont laissées faire. Et j'ai remarqué que c'était eux les perdants parce qu'ils vivaient tout le temps ça, même après que la personne quitte leur vie. Donc ça serait l'idéal justement de se battre par rapport à ça, de ne pas se laisser faire et de montrer qu'on est là, qu'on existe. Mes alliés, je dirais ma famille. Mes amis, l'écriture, parce que ça m'aide en fait à exister,
Quand j'étais petite, je voulais pas que mes parents s'inquiètent, ou ma famille en général. Donc j'écrivais. J'écris depuis l'âge de 7 ans, 8 ans à peu près. Et c'est primordial pour moi parce que ça m'aidait à me libérer. Et même je faisais des jeux quand je voulais pleurer dans la cour de récré. C'est que je me disais un mot et je commençais à faire des rimes pour trouver des poèmes. Donc ça m'a aidé énormément. Et même le sport, ce côté de se surpasser, ça me permet de voir que justement on n'est pas juste dans ces stéréotypes d'un gros qui fait pas sport, qui mange pas sainement. Enfin, des fois tu vois des gros qui peuvent se parler de nutrition et de sport beaucoup plus parce qu'on le vit, on le sait, on a vu tellement de régimes, on sait ce qui est bien, ce qui est pas bien en fait. C'est juste la santé mentale, quoi. Donc c'est l'allié, je dirais que c'est ça. Alors déjà, je voudrais m'adresser aux personnes qui vivent des troubles hormonaux, qu'il faut ne pas lâcher le combat, qu'il faut persévérer, qu'il faut vraiment essayer justement de s'en sortir par rapport à ça, d'expliquer aux gens. Parce que les gens, des fois, quand tu as des maladies invisibles, justement, ils ne comprennent pas. Donc j'espère que même la science va nous aider par rapport à ça un jour. Pour eux, pour les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles aussi, pour les personnes, en fait toutes les personnes qui sont différentes, j'aimerais leur dire justement de se battre et d'être là, quoi, qu'ils existent haut et fort, qu'ils montrent leur présence. Justement à travers mon livre, qui est très drôle parce que ça s'appelle À travers les kilos, mais justement c'est pour ça que je l'ai appelé À travers les kilos. Ça montre tout le parcours que j'ai fait, toute mon histoire. C'est pour ça que c'est un témoignage. Et c'est pas que mon témoignage, j'ai essayé justement de mettre d'autres témoignages de personnes qui ont vécu des agressions sexuelles et autres dans ce livre-là. Donc ça serait justement de mon livre, c'est pour les personnes, pour leur dire que vous n'êtes pas seuls, qu'il y a d'autres personnes comme vous, pour leur donner un peu foi et confiance et motivation. Et aussi c'est pour les personnes qui ne comprennent pas, qui voient une personne avec des maladies des maladies invisibles. C'est pour éduquer ce côté-là, pour dire que ça ne suffit pas de dire à quelqu'un de faire du sport et de manger sainement aussi. Mais c'est vraiment ce côté santé mentale. Mon livre, il parle vraiment beaucoup de santé mentale. Ouais, j'ai reçu beaucoup de témoignages par rapport à ça, par rapport à mon ancienne interview. J'ai reçu des messages incroyables de personnes qui me disaient « on se reconnaît dans tes propos, on ne parle pas assez de cette maladie ». J'ai vu pas mal de témoignages aussi qui me disaient c'est beau de ne pas lâcher, de se battre encore pour ça ». Et j'ai reçu que ce soit des mauvais ou des bons. Même les mauvais essayaient de m'aider, on va dire, même ce côté-là, mon sainement, mange 1500 calories par jour, etc. Mais c'est pour ça que je leur disais, lisez mon livre, c'est quelque chose qui va vous éduquer, que c'est pas juste ça. Et ça faisait en fait comprendre aux gens que c'est plus de la santé mentale et c'est un combat, quoi. Mes espoirs par rapport à ce livre-là, mon combat, etc., c'est vraiment, j'aimerais beaucoup faire tout ce qui est école, université, etc., pour justement sensibiliser sur ces sujets, montrer que la santé mentale c'est important, que par rapport à l'harcèlement aussi, leur faire comprendre qu'une personne différente, elle a sa place, qu'il ne faut pas l'insulter ou autre juste parce qu'elle est différente. Et c'est pour ça que je voudrais beaucoup faire d'autres interviews, faire des écoles, etc., pour vraiment montrer ça. Je commence petit à petit à essayer de me réconcilier, on va dire, avec la nourriture. Essayer, parce que j'ai appris à manger, on va dire, faut manger ça, 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 et pas sauter beaucoup de repas. Mais c'est très difficile parce que j'essaie de faire comme je faisais à l'hôpital, c'est-à-dire manger 3 repas par jour, ce qui est pour moi énorme quand on fait de l'anorexie mentale. Déjà la première semaine en hospitalisation, j'ai vomi 2 fois pendant l'hospitalisation parce que les quantités étaient énormes alors que c'est quelque chose que quelqu'un, on va dire, de normal doit manger dans une journée. Mais pour moi, tellement je sautais de repas, tellement je mangeais peu, que ça me faisait limite choquer les plateaux que je recevais. Et je dirais que je commence petit à petit à me réconcilier avec la nourriture, même si c'est très difficile. Je ne peux pas changer qui je suis, comment je suis née.
Donc ça, c'est pour ça qu'on me dit souvent accepte-le. Donc ça serait vraiment l'hospitalisation que j'ai vécue. J'ai rencontré des personnes formidables. Et c'est à ce moment-là, parce que avant l'hospitalisation, j'étais dans une bulle de me dire ah ben la grosse d'à côté, elle n'a pas des problèmes de, on va dire, hormonaux, donc elle peut juste manger, faire du sport et tout, perdre du poids, alors que pas du tout. Même les personnes qui n'ont pas de problèmes hormonaux, qui sont en surpoids, ont d'autres problèmes. Et c'était une claque, on va dire, à l'hôpital, c'est de voir que ça touche vraiment à la santé mentale. Et c'est là où je me suis dit, ah mais bordel, vraiment, c'est un autre aspect totalement différent. Quand on voit quelqu'un qui fait pas de sport, qui mange pas sainement, qui a un corps parfait, forcément ça te touche parce que du coup tu te dis, moi je fais du sport, je mange sainement, mais j'arrive pas à le avoir. Je rêverais d'avoir ça. Mais après, je sais que chacun est né comme ça. En fait, je me bats contre un fantôme, on va dire, invisible. Et c'est malheureux, mais c'est ça, en fait, quand tu as une maladie chronique. Quand tu as une maladie hormonale, tu peux pas contrôler, tu contrôles rien du tout. Et le seul côté que je pouvais contrôler, c'était mon alimentation ou autre. Mais sinon, c'était impossible. C'était très difficile, justement. La différence, c'est vraiment une force, même si elle est liée à la maladie comme mon cas. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, je suis en face de vous à vous parler. C'est de montrer que, même à travers mon livre en plus, c'est de montrer que malgré tout, on est là. On n'a pas le choix, on continue quoi. Sincèrement, déjà là, je me rends compte que avant, j'étais dans un cercle sans fin, sans même pas me rendre compte que ça touchait énormément à la santé mentale. Alors qu'aujourd'hui, si. J'ai vu que même d'autres personnes, ils avaient d'autres problèmes par rapport à l'hospitalisation, donc ça m'a fait une claque. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli, de ce que je continue à accomplir, même si c'est difficile parce que c'est un livre où je me suis mise nue. Et c'est un témoignage, ça raconte mon histoire, ça raconte l'histoire d'autres personnes un peu. C'est en fait... mais voir l'envers de la médaille, voir que les gens commentent, qui sont entendus, qui sont représentés, c'est énorme. Même des personnes très âgées qui m'ont contacté sur les réseaux, qui me disaient que ils ont vu ma vidéo, qui se reconnaissaient par rapport à ça, que enfin quelqu'un parlait de cette maladie, c'est quelque chose de magique quoi. Alors j'enlèverai ma maladie, je dirais, mais de parler plus de cette maladie et pas que, de sensibiliser par rapport aux autres personnes. En fait, on est dans l'année de la santé mentale, mais je vois pas assez d'action par rapport à ça. Et même par rapport à l'harcèlement, je vois pas assez d'actions qui sont mises en place, qui sont réglementées ou autres. Donc c'est vraiment, si j'avais une baguette magique, c'est d'éduquer, de permettre aux gens d'être éduqués par rapport à ces sujets-là et de sensibiliser au maximum. Ça serait totalement ça, ça serait... en fait, c'est épuisant de se faire tout le temps malmener, de se faire tout le temps critiquer pour quelque chose qu'on ne contrôle même pas des fois. C'est même pas notre faute et on se fait, on va dire, taper dessus sur ça. Et ça serait bien d'avoir justement ce côté protecteur, d'accepter les autres et de savoir écouter aussi et de ne pas juger au premier regard. Alors, vive la diversité. C'est magnifique. Vraiment, oui. C'est très important pour toi. C'est exactement ça, c'est vive la diversité. Ouais. La question que j'aimerais me poser à moi-même, C'est dur, hein. oui, c'est très dur. C'est comment tout ça a commencé. C'est quoi l'élément déclencheur de tout ça? Parce que même quand on part chez un nutritionniste, il dit suis un régime, fais du sport, mais il ne te dit pas comment ça a commencé. Au niveau de ma maladie, quand j'ai appris que j'avais ça, j'avais des traitements très différents, même au niveau de ma famille. Parce que du coup, je ne pouvais pas faire des activités que même l'endocrino ne me permettait pas de faire des activités précises. Quand par exemple, je pouvais pas trop me fatiguer, monter trop d'escaliers, des choses comme ça. Donc j'étais un peu l'enfant malade à cette époque.
Et même au niveau de ma famille, j'étais toujours catégorisée comme l'enfant malade. Donc j'essayais quand on est petit, quand on commence à prendre du poids par rapport au traitement ou autre, on commence à vouloir ressembler à ces modèles. Moi, mon modèle, c'est ma sœur, c'est ma grande sœur. Donc j'essayais de ressembler à ma sœur, de faire comme elle, mais justement, j'ai pris du poids en mangeant comme elle et tout. Donc c'est très compliqué. En fait, dire à quel moment ça a commencé précisément, c'est très difficile. Oui, totalement. Je suis, en fait, je suis moitié-moitié. Parce que moitié, j'ai peur que de me montrer à nu, que mon livre soit aussi lu et connu. J'ai très peur parce que je me suis mise à nu dans un livre. Et d'un autre côté, je suis tellement fière parce que on parle enfin de ce côté-là et de montrer que ça touche pas que aux voisins d'à côté, c'est énorme. Ça serait justement de continuer à regarder les vidéos de vie parce qu'il y a beaucoup de diversité aussi. Et ça serait quoi? Ça serait de continuer à se battre et faites vraiment bravo pour votre diversité.